d'excellence Adrien Mbedji au Bénin. Les travaux de recherche et d'innovation de 5 jeunes couronnés. Au Japon, Shinzo Abe renforce l'arsenal de défense nationale. Le Premier ministre s'est prononcé ce lundi à Tokyo. Marche en mémoire des victimes de la dictature d'Augusto Pinochet au Chili. La manifestation de dimanche s'est terminée par de violents affrontements. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau journal sur Sika. Lequel journal nous démarrons par des nouvelles du Togo. La session extraordinaire du Parlement togolais qui se réunit mardi prochain, c'est-à-dire demain, n'abordera pas l'avant-projet de loi portant sur les réformes. Il sera plutôt question de statuer sur le budget de l'Assemblée nationale et d'autres points. C'est dire que le projet du gouvernement n'est pas encore sur la table des députés. Le représentant spécial du secrétariat général des Nations Unies, Ibn Chambas, a pourtant souhaité vendredi, peu avant son départ de Lomé, que cette session extraordinaire soit prolongée pour discuter du projet des réformes. Ce journal se poursuit, nous restons donc au Togo. Il faut instaurer une limite du nombre de mandats présidentiels dans la constitution au Togo. Et il s'agit d'un appel lancé par l'ancien président nigérien Olusegun Obasanjo au président togolais Faure Gnassingbé. Cet appel intervient après une série de massives manifestations anti-pouvoir au Togo la semaine dernière. L'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo a appelé le président togolais Faure Gnassingbé à instaurer une limite du nombre de mandats présidentiels dans la Constitution. Cet appel intervient à la suite d'une série de massives manifestations anti-pouvoir au Togo durant la semaine écoulée. L'ancien président nigérian, qui a esquivé les questions au sujet d'une éventuelle démission du président togolais, s'est toutefois demandé si Faure Gnassingbé avait encore quelque chose à apporter au Togo. Mercredi et jeudi dernier, les Togolais ont manifesté massivement à Lomé et dans une moindre mesure en province à l'appel d'une coalition de 14 partis d'opposition pour réclamer des réformes et le départ du président Faure Gnassingbé au pouvoir depuis 12 ans après avoir succédé à son père. Ces rassemblements d'une ampleur inédite selon plusieurs observateurs ont été notamment rendus possibles par l'alliance de l'opposition qui a longtemps échoué à parler d'une seule voix. Mais avant les manifestations, le gouvernement avait joué l'apaisement en annonçant des réformes constitutionnelles concernant la limitation des mandats et le mode de scrutin. Le Parlement togolais pourrait donc se réunir sur la question mardi lors d'une session extraordinaire. Alassane Ouattara renonce à la présidence du Rassemblement des Républicains, RDR. C'est Henriette Dagri Diabaté, une des figures du mouvement, qui a été désignée présidente du RDR en son lieu et place. En effet, lors de ce 3e congrès qui s'est achevé dimanche 10 septembre et auquel Guillaume Soro n'a pas participé, Alassane Ouattara a insisté sur l'alliance avec le PDCI d'Henri Konan Bédié en vue de l'élection présidentielle qui arrive. Eh bien, le président Ouattara, devenu président d'honneur du parti lors de son discours de clôture, a égrené les nominations de nouveaux cadres du parti. Direction le Niger à présent, l'autorité du bassin du fleuve Niger a mis en garde samedi contre les risques de graves inondations au Bénin et au Nigeria. Les deux pays sont traversés par ce cours d'eau qui connaît actuellement une crue en territoire nigérien. L'autorité du bassin du fleuve du Niger est passée de l'alerte orange à l'alerte rouge. Elle craint que les crues favorisées par les fortes pluies qui s'abattent depuis juillet sur le Niger et le Mali entraînent un risque d'inondation au Bénin et au Nigeria. Plusieurs villages sur les rives du fleuve abritant des milliers de personnes ont été évacués cette semaine dans la région de Dosso, dans le sud-ouest du Niger, proche du Bénin et du Nigeria. Les crues ont déjà fait 44 morts, dont 17 à Niamey, et plus de 80 000 sinistrés dans tout le Niger.
Le ministre nigérien en charge de la gestion des catastrophes a prévenu que la crue menace les villages insulaires et plusieurs quartiers de Niamey. L'autorité a par ailleurs annoncé un plan d'évacuation des résidents des zones affectées et un renforcement des digues de protection. Épidémie de choléra au Nigeria. 21 personnes sont en effet décédées dans le nord-est du pays, selon un communiqué du ministère de la Santé de l'État du Borno, ce qui revoit à la hausse un bilan initial de 14 morts. Au Nigeria, samedi, le ministère avait fait état de 14 décès dus au choléra à Maïdougouri, la capitale du Borno. La plupart des victimes se trouvant dans un camp de déplacés ayant fui les violences du groupe islamiste Boko Haram. Le nombre total de cas suspectés de choléra passe désormais à 375 à Maïdougouri, épicentre de l'insurrection djihadiste. Gouvernement et ONG ont multiplié les mesures d'assainissement et de sensibilisation pour empêcher la propagation de l'épidémie qui a atteint la ville de Dikwa, à 60 km de Maïdougouri, où 5 cas ont déjà été enregistrés. Beaucoup de cas ont été vérifiés et jusqu'à présent, 3 sont confirmés. Mais il y aura plus de cas, je suis sûr. Avec le choléra, même si c'est un seul cas, c'est une épidémie. C'est pourquoi nous n'avons pas baissé les bras. Nous avons établi ces centres de traitement et tous les partenaires étaient ensemble en veillant à ce que la semaine prochaine, nous devrions avoir contrôlé le problème. Nous sommes là pour soutenir le gouvernement, les autorités de l'État. Et je pense que nous apprécions vraiment cette vitesse, cet engagement et cette implication. Et la seule chose que nous pouvons faire du côté des Nations Unies est vraiment à travers les partenaires, l'UNICEF et l'OMS et d'autres, pour soutenir vraiment l'honorable commissaire de la santé et tout son personnel pour s'assurer que cette réponse sera aussi efficace que possible. L'insurrection a fait au total plus de 20 000 morts et 2 600 000 de déplacés, dont beaucoup s'entassent dans des camps, victimes d'insécurité alimentaire et de maladies comme le paludisme. Ils sont nombreux, les jeunes béninois pétris de talent et de potentiel qui sont dans l'ombre. La Fondation Adrien Humbedji a créé le prix d'excellence pour les dénicher et les récompenser. 5 récipiendaires ont été primés en fin de semaine. Suivez. Nouvelles technologies, rédaction de projets poignants, énergie renouvelable, les domaines de performance ou pilules de jeunes béninois sont divers. Pourtant, malgré tout leur potentiel et talent, ils sont inconnus, car ne jouissant d'aucune stratégie de promotion. La Fondation Adrien Humbedji en décide autrement. Une des tâches que s'est assignée notre fondation est justement d'encourager des processus d'appropriation créative par la jeunesse béninoise des technologies et applications numériques par l'attribution de prix, de distinctions, de récompenses, de bourses d'excellence, de voyages d'études, de stages, etc. Le premier projet dont l'annonce a été faite ce jour-là est celui des vacances numériques. La première composante s'adresse aux enfants de 8 à 14 ans et vise le codage pour tous. L'initiation du codage avec le logiciel Scratch, qui permet aux enfants d'apprendre en s'amusant. La deuxième composante s'adresse aux plus grands, 15 à 35 ans, qui ont travaillé sans interruption pendant 2 jours, au cours desquels ils ont réalisé en équipe un objectif commun, celui de concevoir un prototype d'application. Chers enfants, le grand jour tant désiré est arrivé. Vous allez recevoir la juste récompense de vos travaux. Vous allez continuer à travailler, à chercher l'excellence, pour devenir des maillons importants permettant de faire du Bénin l'économie numérique la plus dynamique d'Afrique. Le processus de sélection a été rude, l'abondance et la qualité des postulants étant avérées. À notre grande surprise, vu l'engouement qu'a suscité cette bourse d'excellence Adrien Humbedji pour le numérique et vu la qualité des différents dossiers reçus, le président de la Fondation a décidé
plutôt que d'octroyer 2 bourses d'excellence, mais plutôt d'en octroyer 5. La deuxième édition se prépare déjà pour l'année prochaine avec de nouvelles découvertes pour le développement du Bénin. Intensification de la menace nord-coréenne dans l'archipel. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe s'est prononcé ce lundi à Tokyo pour un renforcement des moyens de défense du pays. Alors que le Conseil de sécurité des Nations Unies tient ses assises ce lundi sur de nouvelles sanctions plus sévères envers Pyongyang, le chef du gouvernement du Japon s'est exprimé devant des gradés des forces d'autodéfense pour dire l'armée japonaise. L'autorité a demandé à son ministre de la Défense de préparer un projet de stratégie de défense à moyen terme. Pendant longtemps, notre politique de défense consistait principalement à ne pas s'opposer de front aux menaces existantes. Mais aujourd'hui, alors que les conditions de sécurité autour de notre pays empirent, nous nous devons de faire front face à la réalité que nous avons sous les yeux. Personne d'autre ne vous défendra si vous n'avez pas vous-même la volonté de vous défendre. Il est nécessaire de réfléchir à ce à quoi devront ressembler nos capacités de défense à l'avenir et de se demander aujourd'hui si elles sont toujours adéquates ou non à notre époque. Le Premier ministre est connu pour être depuis longtemps le chantre d'une extension des moyens et prérogatives militaires de l'archipel. Il estime également inévitable un renforcement de l'alliance nippo-américaine pour assurer la sécurité de la région. Les États-Unis ont diffusé dimanche soir, à leurs 14 partenaires du Conseil de sécurité de l'ONU, un texte remanié sur un 8e train de sanctions sévères contre la Corée du Nord. Ce projet de résolution est censé être désormais définitif jusqu'à une mise au vote voulue lundi après-midi par les États-Unis. Violents affrontements entre capteurs et policiers dimanche au Chili. Environ 5000 Chiliens ont en effet participé à une marche traditionnelle à Santiago. C'était en mémoire des victimes de la dictature d'Augusto Pinochet. La marche qui s'est tenue dimanche à Santiago, au Chili, a été prévue par des organisations de défense des droits de l'homme et des proches de détenus et disparus pendant le régime militaire. De coutume, elle se déroule chaque année le 11 septembre. Car il y a 44 ans, Pinochet a mené le coup d'État qui marque le début de sa dictature et qui a renversé le président socialiste Salvador Allende. Quelques 3200 morts et disparus et environ 38 000 torturés ont été enregistrés pendant la dictature sanglante de Pinochet, selon les chiffres officiels. La manifestation s'est terminée chaque année dans le cimetière général du nord de Santiago. Je pense que tous les prisonniers de lèse-humanité doivent être dans des prisons communes. Il n'y a pas de raison que certains aient plus de privilèges que d'autres. Et ils en ont déjà trop avec les pensions qu'ils reçoivent. Ce sont des assassins qui reçoivent de grands bénéfices avec l'argent de l'État. Je crois qu'il est important de retrouver la mémoire, mais surtout d'exiger la justice dans ce pays qui a gardé le silence face à l'injustice et sur le destin de nos proches disparus. Je pense qu'il y a ici une obligation politique et qu'il doit y avoir une volonté politique de la part de l'État chilien de faire avancer la lutte contre l'impunité. Et cela signifie notamment non seulement la fermeture de la prison de Punta Peuco pour les coupables d'atteinte aux droits de l'homme, mais aussi de mettre fin aux privilèges pour les génocidaires et d'avancer vers la vérité et la justice. La police, qui a mis en place une forte opération de sécurité autour de la randonnée, a dispersé la foule avec des gaz lacrymogènes et des voitures jetant de l'eau. Les manifestants ont également exigé la fermeture de Punta Peuco, au nord de la capitale chilienne. Une prison exclusive pour les personnes reconnues coupables de crimes contre les droits de l'homme pendant la dictature. La présidente Michelle Bachelet a annoncé que Punta Peuco sera fermée et ses détenus seront transférés dans une prison commune avant la fin de son mandat en mars 2018. C'est fini pour cette session d'information. Merci pour votre aimable attention.